LinkedIn vaut le coup. Qu'importe le business que tu fais, LinkedIn est un réseau social qui vaut vraiment le coup. La force de frappe que c'est, je t'assure, moi, ça m'a choqué comme c'est hallucinant. Parce qu'il ne sera jamais élu président de la République. Ouais, je Un suis d'accord président, avec toi. déjà, se fait élire. Un président se fait élire au centre, déjà, toujours. Une élection se gagne au centre. Zemmour ou Mélenchon? La peste ou le choléra, tu me demandes là. 16, ça dit quoi? Ben écoute, ça court partout, ce qui a fait que je suis arrivée en retard à l'interview. Désolée, j'étais en pleine interview avec Hugo Clément juste avant dans les studios qui ne sont pas dans nos bureaux actuels à Paris, Ok. parce que du coup on est à Paris. Donc ça court un peu partout, Ouais, mais ça tout va court. bien. Mais j'apprécie, sincèrement, j'apprécie deux choses, enfin plusieurs, mais j'apprécie que tu m'aies répondu aussi avec autant de facilité. Parce qu'on le sait, enfin en tout cas, je sais pas si tu raisonnes comme ça, mais que plus les gens sont busy et enfin, il y a toujours un peu cette dualité avec les différences de following, de popularité, etc. Tu vois, et tu as toujours l'impression quand tu contactes quelqu'un qui a une audience plus importante que la tienne, que ton invitation passe à la trappe. Et c'est vrai que ça s'est fait de manière assez fluide. Et voilà. Et là, en plus, quand tu m'as dit je vais être en retard, mais je suis avec Hugo Clément, etc. Enfin, mais je viens quand même. Donc merci, sincèrement, voilà, j'apprécie, c'est chouette. Euh, Écoute, donc c'est un vrai plaisir de te recevoir. Je t'avoue que je suis impressionné par ton parcours. T'as 21 ans ou 22 ans là, à l'heure actuelle? 22. T'as 22, hein? Parce que c'était Ouais. un peu peut-être une hype de dire que t'avais 21, non? Enfin, je t'ai jamais revu de vidéo où je t'ai entendu dire que t'avais 22 ans. Ou alors c'est peut-être juste que... Non, mais parce que j'ai eu 22 ans en juillet, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à l'époque, D'accord, ok. j'avais. Ok, bon. Donc, tu as créé des très belles choses très jeune, puisque tu as commencé à 18 ans. Est-ce que c'est sexiste de mentionner ton âge et donc ta précocité vis-à-vis du business? Non, mais de mentionner qu'en plus, tu es une femme d'avoir fait ça. Alors, est-ce que c'est sexiste de dire ça? Est-ce que je passe pour un gros macho ou pas Pas du de... tout. Non, 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 mais parce que, bon, après, je sais que certaines vont peut-être me tomber dessus en me disant oui, mais pourquoi tu soulignes que c'est une femme et qu'elle a créé quelque chose d'assez important, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou c'est tordu même comme, Ouais, je comprends, mais comme non, pensée? pas du tout. Non, ça te choque pas, hein? Ok. Donc écoute, tu es à la tête, enfin, tu es fondatrice, je crois, avec ton frère, du Et deux Crayon autres, ouais, deux autres et deux, personnes. et deux autres Partenaires. personnes. Ok, donc tu as fondé un média qui s'appelle Le Crayon. Et du coup, par extension, donc tu as fondé Le Surligneur, c'est Ouais, ça. Et Le Pinceau. J'avais un doute, mais c'est Le Pinceau, c'est ça? exactement ça. Donc moi, à titre perso, je t'ai découvert avec Le Crayon et je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement. C'est une vidéo où c'était un débat entre Ouais, une avocate blonde de mémoire et son interlocutrice, Grâce Salman, c'était... ouais. Ouais, et son interlocutrice, est-ce que tu peux me rappeler elle était sociologue, je crois, ou quelque chose comme ça? Oui, 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 C'est complètement. ça, hein? Et ouais, et c'était sur les questions de l'argent. C'était un débat sur l'argent, les Sur la différentes richesse, hein, classes. c'est ça, hein? Oui, la richesse, enfin, tu peux l'appeler un peu comme tu veux. J'essaie même de te retrouver là l'intégralité, même précis de tout le nom de notre truc que je ne retrouve pas. Donc tant pis, c'est pas grave. D'accord. Si, voilà, c'était oui, qui mérite d'être riche. Voilà, c'était ça un peu le sujet. Et puis, non, franchement, c'était une interview mais en fait, qui a beaucoup plus plu que ce qu'on pensait parce que ils ont, enfin, c'était quand même avec donc Sarah Salman qui est avocate à la base et Ouais. c'est vrai que c'est une femme qui est une assez grande gueule. Elle rentre dedans, hein? Ouais, ouais, elle mâche pas ses Elle mots. rentre dedans beaucoup. Et puis en face, c'était Sama Karaki qui est, on va dire, ouais, elle est enfin, on va dire spécialiste des neurosciences et donc à la fois elle s'y connaît très bien sur les différentes catégories sociales. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre aussi que parfois c'est pas aussi simple que de dire en fait bouge-toi le cul et tu vas devenir riche. Parfois Ouais. c'est un peu plus complexe que ça. Et donc elle était là un peu pour expliquer. Elle est également, enfin, c'est une docteure assez intéressante en neurosciences, donc c'était assez pertinent comme débat finalement en termes de fond. Ouais. Ouais, c'était chouette. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est la suggestion YouTube qui m'a basculé sur le prêtre et l'actrice porno. Et je pense parce que c'est aussi une vidéo qui a fait énormément de vues, j'imagine. Ouais, ça a très bien marché, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Enfin, et ouais, et en fait, j'ai vraiment aimé l'éclectisme et du coup, j'ai creusé un peu et je suis tombé sur ton profil à toi. Est-ce que tu peux un peu nous break down ton enfance? Je sais que tu as étudié en Suisse.
Ouais. Donc, quel parcours tu as eu au lycée? Et puis ensuite, quelle école supérieure tu as commencé? Un petit peu pour que les gens comprennent pourquoi tu en es venu à faire ça. Bah alors, quel parcours classique, hein, donc dans le sens collège, Ouais. lycée, puis j'ai eu l'idée de monter le crayon quand j'étais en fin terminale. T'as fait Après, quoi comme filière au lycée? j'étais en ES, donc à l'époque c'était économie, genre et maths, tu vois, les deux matières fondamentales, Ouais. économie, histoire et maths. Et puis après, j'ai eu l'idée de monter le crayon donc en fin terminale. Et j'ai fait en début septembre, donc de l'année après le bac, j'ai commencé à la Sorbonne à l'époque en économie-gestion et j'avais donc détesté ça. Donc alors que le crayon existait déjà un petit peu au début, les projets, on travaillait déjà un peu dessus, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça est aujourd'hui. Et après, en parallèle, j'ai quand même arrêté de la Sorbonne et je suis rentrée dans une école de communication marketing digital parce qu'il fallait quand même que j'ai un bagage au cas où. Puis ma mère, surtout, voulait absolument que je fasse des études. Et puis surtout, moi, ça me servait de bagage si un jour. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas si le crayon marcherait ou pas. C'était trop tôt pour le savoir. C'était un trop gros risque. Et venant d'une famille qui est très poussée sur les études, c'était compliqué de convaincre mes parents de me lâcher dans la Pour, nature. pour un média YouTube ou des réseaux sociaux, ouais, c'est vrai que c'est abstrait au début, quoi. Euh, Tes parents qui te poussent aux études, on peut avoir un petit peu ton contexte familial, la profession de tes parents, c'est des choses comme ça? Alors, mon père, il a travaillé toute sa vie dans la finance. D'accord. Aujourd'hui, il travaille plus dans la finance. Il écrit des bouquins et je pense qu'on appelle ça une pré-retraite. Ok. Euh, Il publie? euh, Il s'auto-publie? Il a une maison ouais, d'édition? ouais, il écrit des bouquins à la fois sur le général de Gaulle, à la fois sur un de nos ancêtres qui s'appelait Maurice Berthaud, qui avait fait pas mal de politique à son époque dans les années 1800 en France. On a à la fois un livre sur l'Indonésie, parce qu'il a vécu là-bas. Donc, vraiment tout type de bouquins. Il écrit assez bien, ça se lit bien. Donc, ça reste une de ses passions qui est quelqu'un d'assez littéraire à la base. Et notre mère, elle est. Enfin, je dis notre mère parce que du coup, je parle de Valorant et moi. Ouais, ouais, Elles ouais, sont bien sûr. notre mère, elle est directrice juridique internationale d'une boîte tech américaine de technologie qui s'appelle Broadcom, Ok. qui qui est une énorme boîte qui est très peu connue du grand public parce qu'ils font exprès de ne pas forcément faire beaucoup de com dessus et ils s'en fichent, mais qui est une boîte qui est très très grosse boîte valorisée en bourse et là ils viennent d'en racheter une autre qui s'appelle VMware donc très dans les logiciels donc c'est vraiment une boîte de tech américaine Wow, et ok. elle est basée en Suisse et ma mère a toujours justement été un énorme exemple pour moi de réussite parce que elle a à la fois élevé des enfants tout en ayant une carrière incroyable et ça c'est vrai que pour moi c'était une belle chose. Donc tu dirais que ta motivation d'entreprendre, tu la puises de ta mère plus que de ton père? Non, je ne l'ai pas forcément de l'un ou de l'autre, mais c'est vrai que ma mère m'a vachement plus soutenue au début parce que comme elle est dans une mentalité très à l'américaine, elle était très dans le au pire si vous échouez, vous aurez appris. Et là où D'accord. quand tu es un français, l'échec, tu le vois pas forcément comme quelque chose de positif. Ouais, je suis Et, d'accord. et donc c'est pour ça que c'était génial parce qu'au début elle nous poussait alors que ça n'est, enfin, on savait pas que ça deviendrait comme ce que c'est qu'aujourd'hui, comme ce que c'est aujourd'hui, pardon. Donc bon. Et du coup, j'imagine que les doutes de départ quant à la viabilité du projet, ils n'existent plus Non. maintenant? Là, c'est juste jusqu'à où on va aller. C'est juste une autre manière de voir les choses. Ouais. Et du coup, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans le départ sur un investissement, un apport pour enclencher, pour un prêt, pour, je sais pas, des achats de matériel, de studio, de choses comme ça, ou vous êtes vraiment lancé avec de l'argent de poche et on voit comment. Tu sais, de mon souvenir, pas plus que ça. Enfin, après, on tournait dans l'appartement de ma mère. D'accord. Euh, donc, en fait, c'est comme si elle nous avait aidé financièrement d'un côté, dans le sens où elle nous a pas donné de l'argent en mode tiens, louer un studio, machin. Mais on occupait quand même son appartement. Donc, c'était une sorte d'aide, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Après, non, nos parents nous ont jamais dit tiens, prenez 50 000, 100 000, achetez-vous du matériel, investissez. Pas du tout. D'accord. Donc ça là-dessus, non. Mais après, c'est quand tu lances un média au début, on était avec notre téléphone, t'as pas besoin de forcément plus. Et après, quand tu veux un peu upper le game, oui, tu achètes du matériel, mais en fait, le matériel, ça coûte au début, un matériel de base, grand max 15 000 euros, ce qui est déjà beaucoup. Mais quand Mhm. tu lances 15 000 euros, c'est pas non plus énorme. Donc ça, en fait, ça nous allait pour faire le minimum nécessaire. Ouais. D'accord. Donc tes parents sont divorcés et j'ai vu, donc ça je l'ai vu dans une interview, et tu te définis, et je crois que c'est un peu ton fond de commerce sur ton Insta perso, comme étant un peu hypersensible et sur
ton intelligence humaine. Je crois que c'est comme ça que tu le définis. Ouais. Et ça, tu as dit dans une interview que tu l'avais un petit peu. Ça s'était accru au divorce de tes parents et que d'une faiblesse, enfin, d'une tristesse, d'un drame, forcément, quand tes parents divorcent, je ne sais pas à quel âge ils ont divorcé. Tu en avais fait une force et que du coup, de cette force, c'était devenu un petit peu ta marque de fabrique et ce pourquoi les gens te connaissaient. Ouais, un peu, ouais. Oui, parce que mes parents sont séparés quand j'avais quoi, 7 ans. Et quand tu as 7 ans et que tes parents se séparent, déjà, tu comprends même pas ce que c'est que le concept de se séparer. Mhm. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas quelque chose de normal. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Et en fait, ça m'a surtout vachement forgé parce qu'à la base, moi, j'étais un petit monstre quand j'étais plus jeune. J'embêtais mes frères. J'étais pas forcément très gentille avec eux. D'accord, on dirait pas comme ça, tu vois. Ouais, j'étais la petite dernière qui s'imposait bien. Ok. Et avec cet événement-là, effectivement, je suis devenue très sensible. N'importe quoi pouvait me blesser. J'avais une grosse peur de l'abandon. Donc, je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre, ce qui est souvent le cas quand tu vis d'ailleurs des chocs émotionnels très violents. Et après, ça m'a surtout forgé aussi parce que à l'époque, forcément, j'avais pris un peu de poids parce que je m'étais réconfortée sur la nourriture. Et donc, ça faisait que tu découvres vachement comment fonctionnent les gens en fait au collège, au lycée, quand ils sont méchants avec toi sans raison particulière. En fait, ils le sont parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau, mais c'est des choses que tu comprends après. Tu Mhm. comprends pas sur le coup. Donc, je m'étais vachement intéressée à ces questions-là justement de un peu intelligence sociale, compréhension de l'être humain de manière générale, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup vécu et travaillé sur moi-même là-dessus depuis que j'étais petite et que j'avais vachement conseillé des amis dessus également. Et donc, ça me permettait d'un peu pouvoir mieux comprendre les humains en général, c'est hyper intéressant. Et surtout aujourd'hui, dans le business, c'est quelque chose qui me sert énormément. Parce que Ouais. quand je suis en négociation avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de comprendre en fait c'est quoi ses objectifs, vraiment ce qu'il veut, c'est quoi derrière un petit peu la façon. Enfin, quand il amène quelque chose, c'est quoi le message qu'il veut faire passer derrière, Mhm. sur quoi il faut appuyer, les bonnes émotions, ta manière de te comporter avec aussi. Et c'est des choses que tu apprends en fait vachement quand tu as travaillé sur toi. Et moi, d'avoir vécu tout ça plus jeune, m'a vachement aidé là-dessus. Après, oui, aussi, voilà, tu as des gens qui sont un peu plus fin sur les compréhensions des autres êtres humains, avec peut-être un peu plus d'empathie ou de compréhension tout court de l'autre. Des gens de manière innée, c'est le cas, d'autres pas du Mhm. tout, ils l'apprennent. Et moi, c'est un truc que j'ai tellement travaillé depuis que je suis petite que aujourd'hui, pour moi, c'est un Ouais. besoin qui est normal. Je ne sais même plus à faire d'efforts, c'est quelque chose de normal. Comme si Quand tu dis que c'était. tu l'as travaillé, tu l'as aussi étayé avec tes lectures de sociologie, de psycho, de choses comme ça, ou quand tu dis que tu l'as travaillé, c'est plus du terrain et à force de. Alors, du terrain et aussi beaucoup de, non, ouais, de vidéos, de podcasts. Tu as des mecs comme Yann Piette, Naval Ravikant, des gens un peu comme ça, ou même Marketing Mania, des chaînes YouTube aussi, mais qui t'apportent beaucoup de réflexion. Et si tu fais un petit mélange avec tes propres connaissances personnelles, ça te fait souvent des résultats assez intéressants à analyser en fait. Et puis surtout, mon frère Valran est passionné de ces sujets-là aussi. On en parle beaucoup tous les deux et comme on est très proches, on se confie vraiment tout. Donc parfois, on passe des soirées à refaire le monde en parlant vraiment de ça, en parlant des êtres humains en général, et c'est intéressant. Et aujourd'hui, très vite, quand quelqu'un fait telle ou telle chose de quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un de proche de nous, on comprend très vite pourquoi cette personne le fait, soit parce que tu comprends que la personne en fait elle n'a pas confiance en elle, donc elle est agressive pour telle raison. Enfin, tu as plein de choses que tu arrives beaucoup plus facilement à analyser aujourd'hui qui sont devenues un peu des réflexes pour nous, et donc ça t'évite surtout de réagir à chaud et de te poser, de te dire, ok, quand parfois la personne fait telle ou telle chose, c'est parce qu'en fait derrière il y a ces raisons-là, et donc en fait le fond du problème c'est pas forcément ça, mais c'est tel truc, et voilà. C'est rigolo à 22 ans d'avoir ce discours de vieux briscard un peu, tu sais, de dire on sait on connaît l'être humain, tu vois. Mais c'est peu commun à 22 ans de dire on connaît l'être humain en réalité, tu vois. Je connais pas, alors, je connais pas tout l'être humain. Ça, là-dessus, non, non. Juste à l'âge que j'ai, je pense que je m'y connais assez bien. Et c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'aurais pu être psy dans une autre vie, tu vois, par exemple. Ouais, peut-être dans une vie future, tu sais pas. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas. Non, Je pense non, pas de je sais que patience. j'ai cru voir que tu avais d'autres objectifs. Écoute, on va recentrer un petit peu. Donc, est-ce que déjà tu peux nous détailler un petit peu pourquoi ce branding autour de la trousse? Pourquoi pas autre chose, tout simplement, déjà? C'était pas voulu. À la base, en fait, c'est juste lié au fait qu'on avait appelé le média le crayon. Le crayon, pourquoi? Déjà, on a chacun une définition avec des associés différentes. Moi, je dirais que c'est le fait de. Aujourd'hui, on a un média digital et à la base, les médias viennent quand même de quelque chose d'écrit. Et je trouvais ça génial, le parallèle d'avoir justement un média digital qui s'appelle le crayon pour se rappeler d'où on vient.
Tout à l'un des associés, il pourrait te dire que c'est parce qu'avec un crayon, tu peux écrire, effacer et réécrire derrière. Donc, on a plein de définitions différentes en vrai entre nous. Juste, on trouvait que je sais pas que ça allait bien. Je pourrais même pas me rappeler qui a eu l'idée du nom au début, pourquoi on a décidé de le garder. Il y a tellement longtemps maintenant que j'avoue que sur le coup, j'ai pas forcément d'idée de pourquoi du comment. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais pu appeler ça plus le clavier ou enfin ça aurait été Non, c'est pas ce beau. qui Le crayon, sonne. ça rêve bien. Non, mais le crayon c'est très joli, c'est très chouette. Ouais, donc oui, non, le crayon, ça va plutôt bien. Et après, pourquoi les autres non? Parce que généralement, le surligneur et le pinceau, on s'était dit que ça allait bien, parce qu'en fait, le surligneur, on surligne entre guillemets les entrepreneurs dans les médias. Donc en fait, c'est une manière tu vois, tu les mets en l'air, donc c'est comme ça. Et le pinceau, c'est un peu l'idée tu peins, tu construis quelque chose avec quelqu'un, tu construis des stratégies de communication avec les grandes entreprises, qui est quelque chose qu'on fait très souvent. Et en même temps, avec eux, tu les propulses. Donc c'est vraiment le concept de tu peins, tu crées. C'est plus artistique. Ouais, artistique, voilà, c'est le terme. Et en fait, on trouvait que ça allait bien aussi. Même en termes de logo, c'était plus facile à faire. Et puis, un jour, la holding s'appellera La Trousse. Pourquoi pas? Bah, ça tombe sous le sens, je pense. Ouais. Et le cartable, ça sera la multinationale cotée en bourse, peut-être? C'est long. Ouais, le cartable, ouais. Pourquoi pas? Bah, le cartable, il y a un petit côté écolier, il y a un petit côté sympa, tu vois, retour à l'essentiel, quoi. Donc, du coup, c'était une volonté de, je crois, créer le premier média débat chez les jeunes, c'est ça? Ouais. Quand tu dis le premier, c'est parce que c'était pas existant ou c'est la volonté d'être numéro un? Même si j'imagine que... Parce qu'on est vraiment le premier média de débat digital, tout court, aujourd'hui même pas que chez les jeunes d'ailleurs, parce qu'en termes de statistiques, on est le premier, et surtout déjà parce qu'il n'y en a pas vraiment qui existent, et ceux qui existent sont inférieurs à nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça, et puis c'est important aussi, c'est pas du tout un nom que pour être un nom, pour marquer les esprits, c'est que c'est vraiment le cas. Après, on l'est devenu assez rapidement parce qu'en fait, à la base, il n'y avait pas vraiment de gros médias qui existaient sur le secteur du débat, qui était un problème d'ailleurs. À l'époque, tu avais les émissions On n'est pas couché de Frédéric Tadei, bien sûr, mais c'était à la télé et c'était pas pareil. Et c'était notre génération. Ça fait depuis genre même 20 ans que ça n'existe plus. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment ce concept d'avoir un média de débat où en fait toutes les idées sont reçues, la pluralité des idées doivent être entendues. Surtout aujourd'hui, tu ne peux pas convaincre des gens et tu ne peux pas discuter avec des gens, en tout cas pour les convaincre de sujets, si tu ne discutes qu'avec des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Et donc pour ça, c'est important pour nous que les leaders d'opinion, de certains sujets, se confrontent à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, parce que sinon même eux ne pourront jamais plus progresser dans leur pensée, et surtout ils n'arriveront jamais à faire entendre vraiment ce qu'ils pensent et même parfois leur combat idéologique s'ils ne discutent qu'avec des gens qui sont profondément d'accord avec eux. Et en plus, comme on est dans une société aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'accès à Internet, les informations vont de plus en plus vite, tout est de plus en plus viral, noyé par toutes les informations. Dans une société, dans une démocratie, pardon, la manière la plus saine de réunir la société, c'est au travers du débat, au travers de la discussion. Et c'est pas en allant se défoncer la tronche dans des manifestations, c'est pas en s'insultant et en ne pas voulant s'écouter, c'est justement tu réunis des gens pas d'accord autour d'une table pour réunir la société et faire en sorte que tout le monde puisse se parler. C'est ça le concept en fait. C'est d'élever notre génération. Après, quand tu dis... Et bon, moi, je pense que je suis plus dans la cible, dans la tranche d'âge de ce pourquoi vous avez créé ce média, mais je pense que là où vous avez réussi, c'est que vous intéressez. Enfin, quand tu dis les jeunes, je ne connais pas exactement à quoi vous pensiez, quelle tranche d'âge vous vouliez englober, mais moi qui ai 36 ans, tu vois, donc qui suis pour le coup plus de ta génération, enfin, je me dis pas que c'est un média d'ado, si tu veux. Et j'ai envie de penser que c'est pour vous, vous le prenez comme un compliment parce que c'est. Si vous ne touchiez que les gamins, que les gens de 17 ans, bon, au bout d'un moment, vous seriez peut-être pas crédible vis-à-vis des invités, peut-être même vis-à-vis de vos pairs, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est important de toucher tout le monde, quoi qu'il arrive. Après, notre génération, ses moyens de communication, c'est via les réseaux sociaux. Et surtout, on a une génération qui est aujourd'hui, il y a un peu une fracture entre notre génération, les médias, la politique, les sujets de société. Il y en a beaucoup qui s'y intéressent et on le voit bien, qui militent et qui sont déjà très à fond dans beaucoup de causes. Mais tu en as très très peu et en fait on a l'impression que tout le monde est comme ça parce que les médias ou les réseaux sociaux mettent en avant justement ces gens-là. Mais en fait très peu, moi le nombre de gens que je connais autour de moi, même dans les statistiques de gens qui sont éloignés de la politique ou des médias, c'est juste hallucinant. Et c'était essentiel pour nous de faire un média qui réunit justement et qui réconcilie surtout, c'est même le bon terme, notre génération.
J'ai avec les médias. l'impression que ta génération, à l'âge que tu as actuellement, oui, il y a une appétence qui est supérieure à quand moi j'avais 22 ans sur les questions de politique. Alors effectivement, c'est peut-être exacerbé par l'omniprésence des réseaux sociaux et les partages, les différents médias qu'on peut voir, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins ce côté revendicatif et revendicatif de ses idées, soucieux d'être entendu. J'ai pas l'impression que moi, à 22 ans, j'avais ça, en fait, tu vois. Et j'ai pas l'impression que les gens autour de moi se sentaient concernés, finalement, tu vois. C'était, bon, j'ai 22 ans, je suis à la fac, bon, Ouais, tu non. sors. Et aujourd'hui, alors après, je sais pas, c'est peut-être aussi mis en lumière par des médias, bon, voilà, que moi, je suis pas spécialement amateur, mais Combini et choses comme ça, qui sont constamment en train de mettre en avant, justement, les minorités, les idées minoritaires, pour les faire revendiquer des choses, leur donner la parole. Et ouais, j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus éveillé aux questions de politique que quand moi j'avais ton âge. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est une question aussi d'information que les médias mettent en avant facilement. C'est comme aujourd'hui, on a l'impression que notre société a beaucoup plus de problèmes que celle de nos parents. Et non, c'est juste qu'à la nôtre, c'est beaucoup plus facile d'exposer les problèmes et de raconter ce qui se passe. Celle de nos parents, justement, il y avait beaucoup moins de facilité de savoir beaucoup de choses qui se passaient, que ce soit en termes d'agression sexuelle, en termes d'immigration, en termes de sécurité, parce que tu avais juste moins d'informations. Mais justement, ça, c'est un vrai débat. Est-ce que pour être heureux, faut vivre dans l'ignorance, en fait? C'est une vraie question. Sûrement pas, je pense, mais bon, après, j'imagine que certains vont te dire ça. Je crois qu'à la base, c'était vraiment pour de la politique, mais bon, quand on a mentionné, par exemple, des débats comme le prêtre, l'actrice porno, on s'éloigne de la question politique. Est-ce que ça dessert pas votre cause? Est-ce que ça dessert pas le média? Après, je te dis ça, je me fais l'avocat du diable parce que j'ai fait un podcast avec une cam girl il y a 2 ans et je me suis fait taper dessus en disant que c'était honteux de mettre en lumière ce genre de profil, que c'était je vais te passer le mot, mais voilà. Alors que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que n'importe qui mérite d'être entendu. Mais est-ce que Ouais. vous qui visez, parce qu'on reviendra sur ton objectif, hein, sur ton goal principal pour le crayon, j'ai pas envie de tout de suite dire ça aux gens, mais je pense que tu vois de quoi je veux parler. Est-ce que du coup, tu perds pas en crédibilité quand vous naviguez comme ça sur des trucs un peu plus buzz, un peu plus putaclic ou pour attirer des politiciens, etc. hein, j'entends. Mais non, après, c'est pas l'objectif. On ne fait pas forcément des sujets putaclic, sinon on ferait comme TPMP, en fait. Au contraire, nous, les sujets qu'on traite, c'est juste des sujets qui sont clivants, certes, mais c'est des sujets, tu les regardes maintenant ou dans 6 mois, ça a toujours un intérêt de les regarder, parce qu'ils sont des vrais sujets de fond, et pas des sujets de passe ou de buzz comme le fait justement TPMP. Et ils ont raison de le faire. Hein. C'est leur game et ça marche très bien, et il faut ça, parce que c'est du divertissement pur pour la majorité des Français qui adorent s'occuper des... En regardant ça, et très bien, c'est un peu comme de regarder de la télé-réalité, c'est même le même concept, TPMP. Sauf que nous, justement, c'est de réussir à traiter ces sujets qui sont parfois trop complexes parce qu'ils sont mal expliqués ou trop peu traités en profondeur, de les traiter avec des gens qui débattent ou en interview qui t'expliquent vraiment la profondeur du sujet, tout en faisant des interviews longues et pas des formats courts comme sur les réseaux sociaux où on n'arrête pas de dire qu'on a une génération qui a un taux de concentration trop faible. Il y en a beaucoup, c'est le cas, mais d'autres, on voit bien avec nous, nos vidéos, on arrive à faire des vues sur du contenu long et en plus du contenu qui est intense. Donc en fait, on est une génération où on n'a pas besoin d'avoir que du contenu clivant non-stop pour s'y intéresser. Il faut juste que ce soit intéressant. Donc certes, on est une génération qui est très flemmarde, et ça, j'en suis bien consciente. En revanche, si tu nous donnes toutes les clés en main pour progresser, s'améliorer, il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir le faire, mais c'est juste qu'il ne faut pas que ça soit juste trop complexe pour arriver à cette petite étape de juste se bouger. Mais je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Si, c'est très clair. D'ailleurs, tu parles de flemmard. J'ai vu que tu te considérais, que tu te définissais comme quelqu'un de flemmarde. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu l'as dit aussi dans une interview. Et tu avais dit tu donnes une tâche compliquée à un flemmard, il trouvera la manière la plus rapide de la faire. Ouais. Et en fait, c'est. Ouais. Ouais. J'ai pas envie de prendre la parole à ta place, mais ça faisait suite aux propos que tu développais sur le fait que on peut, dans son entreprise, souhaiter ne pas être celui qui a le plus de skills ou le meilleur partout. Euh, et qu'au contraire, c'est selon toi un défaut et qu'on devrait s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Bon, du coup, c'est lié sans être lié, mais c'était dans la même phrase, je crois. Donc, est-ce que tu peux développer peut-être les deux idées déjà? Est-ce que tu es vraiment flemmarde? Parce que est-ce qu'on peut être flemmarde avec un CV comme le tien, déjà à ton âge, d'avoir accompli autant de choses?
selon moi, tu n'es pas réellement flemmarde. Mais bon, après, je te laisse nous en parler. Alors, pour moi, flemmard ne veut pas dire tu restes dans ton lit à rien faire de la journée. C'est pas ça, être flemmard. Être flemmard, c'est juste tu vas rechigner le plus longtemps possible, attendre le dernier moment pour faire un truc que tu dois faire. Tu es flemmard dans le sens où tu as un truc très compliqué et d'autres tâches un peu plus faciles, bah, tu vas faire la plus compliquée en dernier. Ou alors tu vas trouver la manière la plus rapide de faire un truc compliqué là où quelqu'un n'est pas flemmard, il aurait peut-être passé 3 heures de plus que toi. C'est ça, en fait, pour moi, les choses d'un flemmard. Ça, c'est pas Donc, être en fait, flemmard, c'est être malin. alors, le dernier point, oui, mais c'est Oui. lié à un concept de flemmardise, en fait. Et oui, c'est être malin, mais il n'y a qu'un flemmard qui peut avoir ce raisonnement-là parce qu'il est tellement flemmard qu'il va vouloir trouver une manière de la plus intelligente et rapide pour faire la chose. Et à la base, je suis quelqu'un de flemmard et pourtant, j'ai toujours trouvé des solutions rapides pour aller au bout de mes projets, tu vois. Mettons tout débile, mais des projets de groupe, bah, je vais quand même me faire en sorte de me mettre avec des gens bons et pas des gens crétins parce que oui, j'ai envie que le projet ait une bonne note. J'ai un DST, ça m'est déjà arrivé de tricher pour avoir une bonne note ouais, que mes parents soient contents et que j'ai une bonne note sur mon dossier. Mais bien sûr, mais après, c'était juste aujourd'hui, effectivement, je suis peut-être pas, je suis pas flemmard, effectivement, ce serait un peu too much de le dire, mais à la base, je suis vraiment quelqu'un de flemmard. Donc aujourd'hui, je me force à faire des choses alors que je suis une flemmarde parce que bah, la passion, le travail, t'as pas le choix, t'es chef d'entreprise, donc je le fais. Mais à la base, je suis vraiment quelqu'un de flemmard. Juste, je trouve toujours la manière la plus rapide et simple de faire les choses que je dois faire. Et j'ai un associé, par exemple, qui est très différent. Moi, c'est Jules, qui lui est à l'opposé de moi, qui est quelqu'un de hyper rigoureux, qui vraiment va aller en profondeur de tout ce qu'il doit faire. Parfois, c'est pas forcément très utile, qui est vraiment très maniaque sur ça. Tu nous donnes la même chose à faire. Il faut avoir le X résultat. On va faire exactement la même chose. Je vais faire la chose 10 fois plus rapide que lui. Peut-être que lui, ça va être un chouïa mieux que moi parce qu'il aura passé 10 fois plus de temps. Mais pour le peu de différence de résultat que c'est entre la différence de temps qui a passé, bah souvent, ça vaut plus le coup d'avoir ma manière de fonctionner. Et Donc, donc tu es en voilà. train de dire que tu es la meilleure de l'équipe. C'est un peu ce que tu viens de dire. Non, non. Alors justement, voilà, il y a des domaines dans lesquels c'est bien d'avoir ma méthode. Ouais. D'autres, c'est mieux d'être comme Jules. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des associés ou très différents. C'est que justement, tu te complètes aussi pour les trucs comme ça. L'administratif, pourquoi c'est un enfer pour moi et que j'y arrive pas et que c'est le truc que je délègue dès que je peux le déléguer, là où Jules, ça le fait chier, mais il le gère hyper bien. C'est parce que je suis tellement flemmarde que de passer un temps fou sur un truc qui me rend dingue, j'y arrive pas. Et oui, si j'étais la seule sur la terre entière à pouvoir le faire ou dans ma boîte, je le ferais. Mais comme je sais qu'il y a Jules qui peut le gérer, bah, Jules va le gérer. Et dans ce cas-là, je m'occupe de tâches où Jules pourrait les faire, mais c'est mieux que ce soit moi qui le fasse parce qu'il a autre chose à faire, etc. C'est juste une manière d'arbitrer ton temps quand tu as des associés et que tu montes une boîte, en fait. Et dans ton Mais lifestyle, t'es flemmard. Et dans ton lifestyle, t'es du genre à mettre 18 réveils pour te lever, à te lever à 13h les week-ends, à faire des choses comme ça? Non, c'est pas. moi, c'est un réveil, je me réveille direct. Ok. Parce qu'après, en fait, c'est encore pire. Quand tu mets 15 réveils, t'es encore plus fatigué, donc c'est encore plus crétin. Donc ça, je le fais pas. C'est-à-dire que je suis flemmarde, mais je suis quelqu'un, par contre, de très efficace et de très réactive et très efficace. Donc, c'est-à-dire, je vais pas me faire souffrir pour me faire souffrir à me mettre 15 réveils. Je vais pas me coucher à 5 heures du matin en semaine alors que je dois relever tôt le lendemain. Enfin, pas du tout. Ce genre de raisonnement débile, non. En revanche, oui, les week-ends, ça m'arrive de me relever très tard. Alors, 13 heures aujourd'hui, j'y arrive plus. Tout simplement, peut-être soit parce que je vieillis, soit parce que je deviens hyperactive, j'en sais rien. Mais je me lève, oui, beaucoup plus tard que la semaine. Après, comme je sors beaucoup, je me couche tard, je me lève tard. Donc, c'est le week-end. Donc, c'est la logique aussi. Mais C'est après, vrai qu'on quand voit même. beaucoup de stories où tu es en soirée. Ouais, Ah, sur bah le oui, laps de temps où moi j'ai commencé à te suivre, je me suis dit, elle est souvent en boîte quand même. mais parce que j'ai 22 ans. Donc, en fait, c'est Ouais, normal, à ouais. mon avis. Et justement, ce qui me permet de pas perdre la boule et de pas avoir l'impression que je suis une femme de limite 30-40 ans, c'est justement parce que le week-end, j'ai des soirées avec des amis qui ont à peu près, même bon, il y en a qui sont plus âgés que moi, mais ils ont à peu près au moins le même tranche d'âge que moi. Et on s'amuse en fait. Et on déconnecte un peu du boulot et ça fait du bien. C'est important. Et au-delà de ça, je dirais même que toi qui, je pense, on peut le dire, est une figure publique ou qui commence à l'être en tout cas, c'est même un peu du RP non, de sortir. C'est-à-dire que tu vas peut-être tu vas peut-être faire des connexions, tu vas rencontrer des gens, qui vont potentiellement déboucher sur quelque chose pour le job, non? Non, ça j'arrête. Moi, alors moi déjà à la base, quand je sors avec mes amis, je sors avec mes amis, je n'ai pas d'autre objectif, c'est de m'amuser et de déconnecter. Et quand je sors la semaine à des événements autres, déjà je ne fais quasiment plus aucun événement parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Moi, à chaque fois que j'allais à des événements, ça n'a jamais été pour prospecter ou autre parce qu'en fait ça ne marche pas du tout très bien et c'est plus une perte de temps qu'autre chose dans ta journée.
Et de deux, aujourd'hui, les événements, malheureusement, la majorité que je fais, quand j'y vais plus pour les autres que pour moi, dans le sens où j'apporte plus de choses aux autres qui y sont que pour moi. Et c'est très bien. Du coup, beaucoup d'événements que je fais dans ce sens. Alec Henry, il organise beaucoup d'événements, j'y vais de temps en temps. La Founders Night, qui est pareil, un truc que mon frère avec associé, on organisait beaucoup d'événements avec des entrepreneurs, ça existe toujours, et j'y vais aussi. Mais aujourd'hui, dans ce genre d'événements, malheureusement, je suis plus là à donner des conseils aux gens et à expliquer ce que je fais parce que les gens veulent en savoir plus, que à moi essayer de comprendre ou d'avoir des conseils ou des recommandations de quelqu'un que j'admire ou en qui je pourrais justement m'inspirer. Aujourd'hui, justement, je fais partie de ces gens-là dans un événement où c'est moi qui donne des conseils, et quand je fais un événement, soit je le décide d'y aller en me disant très bien, je vais aider des jeunes et je vais retrouver plein de gens qui connaissent et c'est super, mais j'essaie de en faire pas trop parce que du coup, pour moi, c'est entre guillemets une perte de temps vis-à-vis de ma boîte parce que je ne gagne rien à faire ça. Donc je le fais parce que j'aurais adoré dans une situation inverse. Moi, à la place de ces jeunes-là, je puisse avoir un entrepreneur qui a fait quelque chose qui peut-être je trouve cool, c'est un domaine qui pourrait m'intéresser ou comprendre pour gagner du temps. J'aurais adoré avoir des gens comme ça, donc je le fais aussi parce que j'aurais adoré qu'on me le fasse plus jeune. D'un autre côté, je ne veux pas non plus trop en faire parce que le but, c'est, ma boîte, j'ai pas non plus une boîte, j'ai pas un groupe média comme TF1, je sais pas, voilà, je suis pas Zuckerberg, j'ai pas. Pas pour le moment. Je suis pas successful à ce point-là pour avoir à ne faire que ça non plus. Donc parfois, voilà, faut trouver le juste milieu. Mais jamais je serai. C'est pas parce que j'ai des abonnés, que j'ai une boîte qui grossit et qui marche très bien, que je vais commencer à être hautaine et arrêter de parler aux gens. Non, je le fais dès que je le peux. Par contre, c'est pas une priorité dans ma journée. Ça, c'est sûr. Tu peux nous détailler un petit peu le business model, le nombre de salariés, et puis un petit peu qu'est-ce qui génère des revenus? J'en sais rien, mais j'ai envie de penser que les vidéos, donc le crayon, c'est pas ce qui vous fait vivre. C'est plutôt le business avec les autres boîtes pour lesquelles vous travaillez. Ouais. Alors, le surligneur et le pinceau. Ouais. C'est le surligneur, c'est notre boîte, notre agence de développement du personal branding et de relations presse des entrepreneurs. Parce qu'en gros, le constat, c'était on a réalisé, parce qu'en fait, tous les services qu'on propose aujourd'hui, on les a déjà testés sur nous à l'avance. Et on a réalisé qu'aujourd'hui, ne pas avoir un bon personal branding sur les réseaux sociaux ou parfois dans les médias quand il y a des temps forts et que c'est utile de le faire, quand tu lances une boîte, s'il n'y a pas une figure humaine qui représente ta boîte aux yeux du public, c'est très très dur de faire en sorte que les gens s'identifient à toi. Et donc justement, c'est important d'avoir un personal branding qui est clair et identifiable, ce qui fait que dès qu'on a un besoin, on se dit tiens, telle personne, je pense à telle boîte parce que je sais que telle personne communique sur ça et donc elle fait tel truc qui pourra m'aider. Et aujourd'hui, nous, on accompagne vachement les entrepreneurs là-dedans parce que ayant monté une boîte, je sais qu'au début et même jusqu'à X années où vraiment je sais que ta boîte tourne toute seule sans toi, t'as pas le temps de t'occuper de ton personal branding. Et souvent, ce qui est quelque chose de normal et que je peux comprendre, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que souvent, justement, le personal branding te permet d'arriver à ta fin plus vite. Elle te permet d'arriver au fait que ta boîte peut scaler plus vite, que ta boîte peut avoir d'autres opportunités grâce à ça. Et pour le vivre au quotidien, moi, ça m'a clairement changé ma vie. D'avoir une bonne communauté sur LinkedIn et sur Instagram, c'est juste hallucinant, vraiment en termes d'opportunités de business. Je ne parle même pas en termes de crédibilité. Parce que c'est très fort, c'est un moyen de communication, c'est du marketing, c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Et donc, forcément, qui de mieux que nous aurait pu le faire, vu qu'on l'a fait sur nous, vu qu'on le fait pour plein de clients. C'est logique qu'on développe une agence là-dessus, et en RP, c'est pareil. Les chroniqueurs dans plein de médias, etc., on passe tout le temps dans les médias, donc c'était logique aussi. Et l'autre agence, c'est une agence d'influence et d'intelligence économique qui s'appelle Le Pinceau. Donc là, c'est vraiment avec des grosses boîtes, il n'y a pas du tout de service prédéfini, il n'y a pas du tout de recurring, c'est vraiment à la carte, en fonction des demandes de nos clients, tant que ça reste une grosse boîte, mettons genre, je sais pas, BNP, Google ou autre, qui voudrait comprendre comment fonctionne aujourd'hui l'économie d'Internet, comment fonctionne le digital, comment communiquer à notre génération. Donc ça peut passer par de l'intelligence économique où mettons, je sais pas, tu fais des tables rondes, je sais pas, il y a une boîte qui veut devenir un peu plus écolo, tu leur ramènes des leaders d'opinion écolo et qui du coup discutent avec les dirigeants de cette entreprise-là en question pour qu'ils comprennent mieux les enjeux des écolos et que les écolos comprennent aussi que les grandes entreprises veulent beaucoup plus devenir écolos sur certains points. Donc et après, ça crée des business, des solutions, donc ça crée de l'intelligence économique. Et parfois, tu as de l'influence, on organise des gros événements, on ramène des leaders d'opinion pour mettre en avant, je sais pas, une marque, une entreprise, un message, qu'importe. Donc en fait, tous nos services, c'est difficile d'avoir
de trouver on n'a pas d'exemple précis de choses qui se répètent tout le temps. C'est vraiment en fonction de ce que le client souhaite. Et là, du coup, c'est des services qui, évidemment, valent beaucoup plus cher, mais par contre, c'est des résultats différents et sur des grosses opérations. Là où l'autre, c'est vraiment du recurring sur tous les mois et c'est un peu en sorte d'abonnement, quoi. Donc, c'est quoi ton espèce de panier moyen sur le pinceau et sur le surligneur, un petit peu ta facture moyenne, puisque le panier, c'est vraiment trop axé grande surface? Panier moyen sur le pinceau, c'est des deals qui peuvent aller de, je sais pas, 20 000 à 150 000, tu vois. Ça peut être des gros trucs. D'accord. Le surligneur, le moins cher, en fait, on a 3 différents tarifs pour les accompagnements des posts LinkedIn. Donc, en gros, c'est celui où tu as le moins de posts LinkedIn. Donc, ce serait genre, ça va de 1200, 1005 à 3500. Parce qu'on passe aussi par le côté développement personnel branding, aussi des réseaux sociaux. Donc, on écrit des posts LinkedIn, mais à la fois, on fait des réels, enfin, des shorts Instagram et des shorts TikTok, donc des réels pour développer des comptes des réseaux sociaux, qui du coup n'est pas sur le même format que sur LinkedIn. Donc ça, voilà. Mais donc c'est vraiment des trucs qui sont pas très gros, tu vois. C'est pas Oui, c'est pas des budgets incroyables. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense que le meilleur exemple de ce que tu dis et sur le personal branding, c'est Logan Paul et sa boisson Prime. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et parce qu'il est tellement énorme en termes d'influence, en termes de following, que sa boisson, le succès, il est retentissant. Et j'en parlais avec un ami qui essaye de développer une boisson un petit peu similaire. Et il a l'impression qu'il va pas y arriver. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pas sur les réseaux, c'est quelqu'un qui a qui a la capacité financière de créer quelque chose de gros. Mais je lui dis, en fait, Logan Paul, il pourrait vendre des croquettes pour chiens, ça cartonnerait quand même, tellement il est gros. Et je pense que quand tu as 21 millions, je sais pas combien d'abonnés sur Instagram, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu peux créer n'importe quoi. Tu vas le vendre à une échelle monstrueuse, je pense. Ça, c'est un peu le concept des média-led compagnies, qui est un concept qu'on a vachement mis en place chez nous et qu'on est un peu en train de rendre ça de manière un peu plus explicite et de l'expliquer un peu au grand public. C'est vraiment une média-led compagnie, un business qui est basé sur une communauté qui a été créée à la base ou sur un média en fait qui a été créé à la base. Et en fait, ensuite, tu y trouves un business par rapport à la cible ou par rapport à la niche que tu as développée. On appelle ça une média-led compagnie. Et nous, c'est un peu ce qu'on a fait en fait avec le Crayon. C'est ce qu'on fait avec les Pépites de France, qui est le média qu'on vient de racheter. C'est vraiment, tu as une grosse communauté sur une thématique et après, tu trouves un vrai business scale-up par rapport à ça. Et c'est un truc qui marche beaucoup mieux que l'inverse. En fait. Donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui nous regarde, ton conseil, ça serait pas de trouver une idée de société à monter ou en fonction de quelque chose qui peut te passionner, etc. Ça serait plutôt d'essayer de faire grossir ton audience, enfin l'audience de la personne qui nous regarde et qui serait intéressée. Et une fois que l'audience est assez conséquente, de se poser la question de qu'est-ce que tu lances avec cette audience. Toi, tu serais plus partisane de ça. Ouais, en fait, ça dépend tout simplement du business que tu veux créer. Mais généralement, quand tu as une communauté qui est bien travaillée et claire, tu peux développer n'importe quel business dessus, en tout cas un business crédible, bien sûr, ça marchera encore plus facilement. J'ai des stratégies différentes. Moi, si j'avais pu, j'aurais lancé mes réseaux sociaux avant même le crayon, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, j'étais trop jeune et je comprenais beaucoup moins cette industrie que je la comprends aujourd'hui. En revanche, c'est un truc qui est sûr, c'est que développer des communautés sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, qu'importe, YouTube, ça te crée une force de frappe énorme et c'est un vrai lead magnet en fait. Ça t'attire un nombre d'opportunités business qui est juste hallucinante et ça fait un peu le travail pour toi. Ce qui est génial parce que les gens voient plus facilement ce que tu fais, les gens comprennent ce que tu fais. Et c'est génial, justement. Et du coup, question, c'est comme si on faisait un espèce de devis. Je ne sais pas si tu as regardé mes réseaux ou pas, mais est-ce que, comme ça les gens peuvent se rendre compte, est-ce que si je te dis, écoute Sixtine, j'aimerais passer je ne sais pas combien je suis, 25 000 abonnés sur Insta à 50 000, est-ce que tu pourrais me proposer je sais pas, une formule ou quelque chose, un truc un petit peu tailor-made, un peu sur mesure et me dire, OK, si on fait ça, dans 3 mois, tu seras peut-être à 40 000 et plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire, ça? Ça, pour moi, j'appelle ça les agences pigeons, les agences mythos, ça, dans le sens où tu peux pas dire à quelqu'un dans X temps, tu vas être à peu près tel abonné ou tel palier d'abonnés. C'est impossible. C'est un réseau social, tu peux pas le calculer. Tu peux prendre en une semaine 15 000 abonnés,
tu peux prendre en un mois 70 000 abonnés, comme tu peux en 6 mois n'en prendre que 5 000, alors que tu pourrais poster tout le temps du contenu. C'est impossible à quantifier. En revanche, quand du contenu est bon, ça va marcher. Après, à quelle échelle de temps, ça dépend. Mais en revanche, c'est impossible de savoir à combien la personne va être dans tant de temps. Et en fait, c'est vraiment les gens qui posent ce genre de questions en mode est-ce que tu peux me penser que dans tel mois, je vais être à tel truc, si on fait tel truc, c'est quoi ta stratégie, machin. C'est en fait des gens qui souvent cherchent vachement à se rassurer et qui n'ont pas forcément compris qu'un réseau social, si tu postes de manière très récurrente du contenu qualitatif, en plus avec une belle forme, ça pète. Et ça, si quelqu'un ne le comprend pas, c'est qu'en fait, il n'est pas forcément. Enfin, il faut faire confiance à l'agence. Il ne faut pas aller voir une agence et imposer autant de trucs comme ça. Parce que l'agence va dire en fait, tu n'as pas compris. Il faut me faire confiance, c'est mon boulot. Je sais le faire, je sais que ça va marcher. Mais par contre, je ne peux pas te promettre des chiffres. C'est impossible. Je ne peux pas te dire que. Enfin, tu peux faire une stratégie très propre à la personne, ça, bien sûr. Mais tu ne peux pas non plus commencer à te dire que tiens. Enfin, c'est comme. C'est comme mettre c'est la même chose que de mettre des clients dans les médias. Tu peux lui garantir que ça va marcher, qu'il aura des retombées, parce que tu sais ce que tu fais et que tu es bon. Tu peux pas garantir combien de retombées exactement la personne va avoir. C'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi, mais il y en a un qui dépend d'une intelligence artificielle, des plateformes et de l'algorithme, et l'autre qui dépend de journalistes. Et c'est chaque fois dans ce genre de service. Donc oui, si l'agence est bonne, tu auras des résultats. Après, à quelle échelle de temps, de temporalité, c'est trop compliqué à prévoir. Je crois que c'est Gary Vee, tu vois qui c'est Gary Vee? Ouais, bien sûr. Que moi j'adore et qui lui dit qu'il poste sur toutes ces plateformes confondues jusqu'à 12 trucs par jour sur LinkedIn, Insta, Snap. Et je crois que sur Insta notamment, il dit que tu peux poster jusqu'à 3 posts par jour sans problème et que c'est même ce que tu devrais faire si tu aspires à accroître un peu ton audience. C'est trop pour toi? Pas besoin. Moi, à l'époque où j'ai vraiment pété sur Insta, je postais tous les jours. Mais je postais qu'un réel par jour, c'est tout. Après, ça m'arrivait de poster que 5 fois par semaine. Il faut juste poster au moins 5 fois par semaine. 5 réels, les réels. Des réels édités, pas des trucs à la zob sans édit derrière. Ouais, non, mais des réels, en tout cas, qui apportent de la valeur ajoutée liée à la thématique que tu abordes. Avec une bonne phrase d'accroche, un truc court, dynamique, qui t'apporte vraiment une vraie information, ou alors qui suscite énormément une de tes émotions. Et après, c'est juste à répéter. Voilà. Et par rapport à LinkedIn, parce que je sais que toi, tu es beaucoup sur ce réseau, moi, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais même pas. Est-ce que, bon, après, moi, je ne vends rien en ligne, donc est-ce que c'est vraiment important pour la présence sur les réseaux d'avoir ce média ou c'est vraiment pour une niche ou pour des gens qui ont un service à offrir, qui essaient de faire de la vente ou de se vendre eux-mêmes? En fait, c'est très utile parce que c'est le réseau social qui a, en termes de qualité de personnes dessus, une audience qui est la plus qualitative en termes de personnes type. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu as des chefs d'entreprise, tu as des grosses boîtes du CAC 40 qui sont là, tu as des entrepreneurs intéressants, tu as vraiment de tout, mais vraiment assez qualifiés. Et donc, quand tu as une communauté sur LinkedIn, tu as une communauté auprès de gens qui sont hyper qualifiés, donc qui valent 10 fois plus que n'importe quel autre réseau social. Et en gros, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que, mettons, 200 000 abonnés sur TikTok, ça vaut moins que 100 000 abonnés sur Insta, qui vaut moins, mettons, que 30 000 abonnés sur LinkedIn et sur YouTube. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête en termes de qualité de l'audience. 30 000 abonnés sur LinkedIn, c'est le Graal, quoi. Enfin, 30 000 et plus. C'est pas le Graal. Le Graal, c'est un maximum possible. Mais 30 000 abonnés sur LinkedIn, ça te rapporte plus d'argent et c'est plus puissant que 100 000 abonnés sur Instagram. Et pour une communauté de sportifs, parce que donc moi, c'est une communauté de coachs sportifs, de gens qui sont à leur compte dans ce domaine-là. Est-ce que selon toi, j'essaie de poser les questions des gens qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient de voir, qui est coach sportif et qui veut se développer, d'avoir un LinkedIn ou pas spécialement? Oui, dans le sens où aujourd'hui, faut pas. Enfin, ça dépend quelle est la cible que tu touches en étant coach, mais généralement, tu formes quand même des gens qui ont des moyens et donc des gens qui veulent prendre soin d'eux. Et généralement, ce sont des gens qui ont quand même des gros postes à responsabilité. Ces gens-là sont présents sur LinkedIn. LinkedIn vaut le coup. Qu'importe le business que tu fais, LinkedIn vaut le coup. Après, oui, tu vends du B2C hyper mass market comme du maquillage ou des vêtements. Je ne sais pas si je privilégierais LinkedIn en premier. En revanche, LinkedIn est un réseau social qui vaut vraiment le coup. La force de frappe que c'est, je t'assure, moi, ça m'a choqué comme c'est hallucinant.
Et aujourd'hui, je me fais même parfois plus reconnaître grâce à LinkedIn que grâce à Insta, alors que j'ai plus d'abonnés sur Insta. Incroyable. C'est mindfuck, et surtout auprès de grosses boîtes, des patrons qui ont. L'autre jour, je me suis reconnaître à un événement Fusal par un monsieur qui avait genre 65, 70 ans dans la finance. Et j'étais en mode genre, what the fuck? Mm. Genre, enfin, et le mec, parce qu'il m'a dit qu'il adorait mon contenu, qu'il adorait ce que je faisais. Et en fait, il parlait principalement de LinkedIn. Et j'étais sur le cul. C'est du contenu vidéo ou c'est uniquement des signes? C'est que écriture et une photo. Et alors pourquoi pas Twitter par exemple? Pourquoi pas X? Parce que c'est pas du tout la même cible. Et tu l'utilises toi, X? Non? Ça me sert à rien. C'est ni des gens avec lesquels je travaillerai, ni des gens avec lesquels je deviendrai pote. Les gros consommateurs, on va dire les gros rageux de Twitter, je m'en fous. Ça n'apporte rien. Twitter, c'est une plateforme qui est hyper difficile à monétiser. Donc ça me servirait à rien d'être présente dessus, c'est plutôt une priorité. Si j'étais que journaliste, je serais présente dessus. Et je suis entrepreneuse, je suis pas journaliste. Et surtout, je suis pas du tout politisée. Donc ça me sert à rien. En fait, il faut choisir ces réseaux sociaux en fonction de la qualification des gens qui y sont dessus et du business que tu fais. Donc, Et X, c'est vraiment si t'es politisé, que tu veux alimenter un débat, alimenter de la polémique en permanence. X, c'est utile si tu es journaliste ou politique ou politicien. Ça n'a pas d'énorme intérêt sinon. Ok. Bah tiens, c'est bien que tu me fasses le pont avec la politique. Ça te vient d'où, toi, cette appétence pour la politique, pour le débat, pour la polémique? Je sais pas, on est une famille, on adore parler de politique et de débattre depuis toujours. J'ai beaucoup d'ancêtres du côté de mon père qui ont fait de la politique, donc je pense que c'est peut-être lié à ça. En revanche, je À pense quelle que échelle ils ont fait de la politique? typiquement, l'un des ancêtres de mon père, qui s'appelait Maurice Berthaud, a failli être président de la Cour des comptes à l'époque, dans les années genre 1830, 40, 50, je ne sais plus exactement. Et à l'époque, président de la Cour des comptes, c'est l'équivalent du président de la République aujourd'hui. Donc on a fait de la politique, enfin ma famille a fait de la politique à très haut niveau. Et même ma tante, elle avait vraiment travaillé pour des politiciens qui ont été élus présidents à l'époque, enfin plus aujourd'hui, mais en tout cas dans la Cinquième République. Donc c'est un truc qui est vraiment de famille. Après, moi, c'était vraiment parce que je m'étais toujours été habituée à ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'aime autant ça. Après, j'adore débattre. Je suis une grande gueule, j'ai un grand caractère. Donc, c'est lié à ça aussi. Puis, les sujets me passionnent vraiment aussi parce qu'ils nous entourent. Mais c'est des sujets que je trouve hyper intéressants à comprendre. Et en fait, tout simplement, à force d'en discuter avec ma famille et mes profs, c'est là que je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes parce qu'il n'y a aucun média qui parle de ça aujourd'hui. Et tes parents, enfin, après, non, ils ont les mêmes idées politiques ou au sein de ton foyer familial, c'était des idées politiques divergentes? Ouais, on a les mêmes idées politiques. Ouais. D'accord. Pas forcément voulu d'ailleurs, mais parce que c'était des idées qui nous convenaient, qu'on trouvait les plus logiques, les plus justes et qui nous conviennent bien. Après, moi, je connais plein de familles où entre le père et la mère ou les enfants et les parents, c'est pas les mêmes avis. Mais très souvent, ça reste quand même très logique que ce soit les mêmes avis politiques entre familles parce que tu as été quand même éduqué et élevé par tes parents et donc par des gens qui t'ont élevé par une façon de penser et de faire. Donc c'est chaud de. T'en as qui sont pas d'accord, mais généralement souvent. Ouais, il y en a qui prennent le contre-pied pour un peu s'émanciper justement de ce. Oui, parfois ils ont raison de ne pas être d'accord, parfois, par rapport, je veux dire, à ce qu'ils vivent, ou au métier qu'ils font, aux études qu'ils font, ça peut être logique. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, bon, je sais très bien que dans quelques années, je vais changer de bord politique, et en fait, j'appelle ça un peu l'hypocrisie de la politique, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en fait, ils sont pas faits pour être de tel ou tel bord politique, qu'ils le sont plus pour leur bonne conscience actuelle, mais qu'ils savent très bien que plus tard, ils changeront de bord, quoi. Et ça, ça me fait vachement rire à chaque fois, justement. J'en ai plein, mais comme ça. C'est très drôle. Et est-ce que selon toi, on décide d'entrer en politique pour réellement changer les choses, qui est normalement le fondement principal, ou est-ce qu'on le fait pour une avidité de pouvoir? Est-ce qu'on le fait pour se mettre en avant, pour une posture sociale? Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu Je penses que pense que les politiciens sont encore sincères ou est-ce qu'ils l'ont jamais été déjà? Alors, je pense tout simplement que c'est un métier de pouvoir. C'est un métier de pouvoir parce que pour moi, quand tu es profondément passionné
par justement les sujets que tu défends, tu veux pas faire de la politique. Tu veux rester dans tes sujets, tu t'en fous en fait du en public. Et ça, je le sais parce que moi, ma tante, la sœur de ma mère, elle vient d'avoir la médaille d'or du CNRS, qui est juste une médaille qui est remise une fois par an, qui est la médaille la plus prestigieuse qu'on peut avoir dans notre pays, par rapport à ces sujets sur la biodiversité qu'elle traite au quotidien. Et elle, mais pour rien au monde, elle ferait de la politique. Et elle critique la politique parce qu'elle est dans le mood, c'est n'importe quoi, enfin, comment c'est fait, parce que à la fin, forcément qu'une action est mise en place. Déjà, ils ont des programmes qui ne veulent tout et rien dire, et en plus qui sont beaucoup trop, tellement gros que tu peux jamais réussir à les mettre en place, et surtout tenus par des gens qui sont pas forcément profondément convaincus par ce qu'ils disent. Et ça, mais tous les bords politiques, ils sont plus accros au pouvoir qu'accros vraiment à leur sujet. Donc, il y en a qui sont vraiment passionnés, sauf qu'au bout d'un moment, le pouvoir prend le dessus. Surtout, c'est tellement compliqué de mettre parfois certains sujets en place qu'à la fin, malheureusement, tes passions ou tes combats passent derrière, en fait. Et moi, les gens les plus passionnés par l'écologie, l'économie, la sécurité, tous les sujets que tu veux, c'est des gens qui sont en fait sur le terrain. C'est des gens qui sont au quotidien en train de travailler ce sujet, et en fait, ils s'en foutent de parler à Macron, ils s'en foutent de parler à qui tu veux dans la politique. Ils veulent même pas en faire, ils veulent même pas s'en approcher, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont beaucoup plus d'impact dans ce qu'ils font au quotidien qu'à une grande échelle auprès d'un pays, parce que ça ne changerait rien. Alors, c'est quoi, tu penses, qui pousse quelqu'un, des jeunes, je sais pas, un Jordan Bardella, des mecs comme ça qui sont très jeunes à prendre la tête d'un parti et... Est-ce que tu penses que c'est pour changer les choses ou c'est vraiment une ambition personnelle de se dire je serai président de la République un jour? Je pense qu'il est profondément, lui, convaincu par ces sujets et par les constats qu'il évoque sur le problème d'immigration et de sécurité. Après, moi, je suis convaincue que même s'il est élu au pouvoir, ça ne changera rien. Et pas parce qu'il n'est pas bon ou pas parce qu'il ne le voudra pas, mais parce que c'est impossible aujourd'hui de changer. Tu vas arrêter l'immigration aujourd'hui dans une démocratie, et good luck. Good luck. C'est impossible d'arrêter l'immigration. Est-ce que c'est pas un peu antinomique du coup de revendiquer que tu crées un média qui donne la parole au débat, qui va donner la parole à exposer ses idées et en même temps de dire, et ce même mec qui va venir étaler ses idées, si jamais on lui donne les moyens de ses ambitions, il n'y arrivera pas. Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en ce que tu promeus? Non, c'est parce que pour moi, ça marche à l'échelle nationale, à l'échelle des individus. Si tu mets un seul mec au pouvoir pour tout changer, ça ne marchera pas. Ça marchera que si les gens veulent faire changer les choses. Et c'est justement en les tenant informés des sujets et en discutant pour qu'ils comprennent les points de vue de d'autres gens qu'ils peuvent en tout cas savoir ce qu'il faut penser, ce qu'ils veulent en faire des informations qu'ils ont. Mais t'as beau avoir un mec qui est président de la République qui veut changer plein de choses, si la majorité des gens ne veulent pas que ça change, ça ne changera pas. Parce qu'on est dans une démocratie. Dans une dictature, c'est différent. Et donc, c'est important juste que les gens aient conscience de tous les sujets, qu'ils se fassent leurs propres avis. Et après, ils voient s'ils veulent à leur échelle personnelle. Mais donc, tu multiplies ça à des millions de gens. Là, ça marche. À l'échelle d'un mec, ça marche pas. Qu'importe le pouvoir qu'il a dans une démocratie. Dans une démocratie, ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup d'un mec comme Trump? Moi, ça m'intrigue parce que bon, si on part du principe que quand tu deviens président de ton pays, ce que ça te donne, c'est le pouvoir. Quand on parle d'un mec qui est milliardaire, est-ce que tu n'as pas finalement plus de pouvoir en étant, du coup, encore une fois, milliardaire? C'est-à-dire que il n'y a rien que tu ne puisses pas t'offrir sur Terre et que tu as une influence auprès d'hommes politiques qui est, à mon avis, plus importante qu'un homme politique auprès d'un mec comme ça. Qu'est-ce qui, du coup... Alors après, tu peux pas parler en son nom et moi non plus, mais qu'est-ce qui anime, tu penses, un mec comme ça qui a déjà tout, à vouloir s'emmerder, à être exposé et du coup à être bien plus critiqué que s'il restait dans son coin avec son immobilier et ses milliards? Alors, la question un peu de fond, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est est-ce que l'argent ne te donne pas peut-être plus de pouvoir pour toi, en gros? Ouais, oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, ouais. Oui, je pense que un milliardaire aura 10 fois plus de pouvoir que n'importe quel président. Elon Musk a plus de pouvoir qu'un président, par exemple, on est d'accord? D'autant plus maintenant qu'il détient X. Ça dépend des sujets. Parce que typiquement, sur le choix de l'arme nucléaire, etc., il n'aura aucun pouvoir dessus. En revanche, sur l'information, sur même l'économie, il a plus de pouvoir. Et ça dépend des sujets. Et après, ça dépend encore des priorités de chacun et de quel sujet est plus important que d'autres. Ouais, mais je vais pas te l'apprendre. Si tu contrôles l'information, tu contrôles l'opinion. Du coup, tu contrôles le monde.
Pourquoi la majorité des milliardaires français, ils sont à la tête des médias? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que l'information est beaucoup, mais ça ne contrôle pas tout. L'arme nucléaire, que tu aies tout le pays derrière toi ou pas, ça va rien Non, mais là, changer. tu parles du dernier recours avant qu'on crève tous, mais il se Oui, passe non, des mais choses avant. non, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même des contre-exemples qui font que un président aura lui seul les pouvoirs ou le plus haut grade de militaire Mhm. général possible. En revanche, oui, pour moi, l'argent donne beaucoup plus de pouvoir que être élu par un peuple comme président. Ça, oui. Tu te vois, toi, un jour, parce que là, tu dis que tu n'es pas politisé et que ça ne t'intéresse pas, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois adhérer à un parti et puis et commencer une carrière? Non, j'ai pas du tout. Enfin, quand j'étais petite, je rêvais de faire de la politique. C'était mon plus grand rêve, d'être présidente de la République, carrément même. Aujourd'hui, maintenant que je côtoie beaucoup de politiques et de très haut niveau, je vois ça de près et j'ai aucune envie d'en faire. Parce qu'il y a une chose que j'aime plus que tout, c'est la liberté. Et quand tu es un politique, tu n'as pas de liberté. Juste le pouvoir qu'ils ont est beaucoup plus important pour eux que la liberté. Donc ils s'en fichent parce qu'ils ont tellement de pouvoir dans leur tête et qu'ils sont prêts à sacrifier n'importe quoi pour ça. Moi, je sacrifierais n'importe quoi pour ma liberté. Donc en fait, c'est une question de priorité. Et puis, je fais un peu ce que je voulais faire dans le sens où je suis dans les médias, tout en étant très proche de la politique, sans en faire. Et c'est finalement un bon compromis avec mon rêve de petite fille. Donc, ça allait bien ensemble. Ça se tient. Ça se tient, même si au final, le skill que tu développes quand tu es journaliste, à savoir l'éloquence et la pertinence des propos et une cogite précise, le moyen le plus ultime de s'en servir et de l'étaler au monde, même si c'est pas le but premier, ça reste de faire de la politique au final, de montrer que tu as une rhétorique meilleure que 99% de tes pairs. Et je me dis que peut-être quelqu'un comme toi qui baigne dans ce milieu et qui est dans les médias, je pense à Zemmour, tu vois, bon alors on partage ou pas ses idées politiques, mais d'un point de vue purement rhétorique, d'un point de vue purement précision dans les propos, etc., je pense qu'il est quand même redoutable. Et je pense que c'est pour ça qu'il est allé, c'est qu'il s'est dit, bon, bah, j'ai étalé ma science en tant que journaliste. Je peux peut-être plus l'étaler comme j'aimerais. Donc, ce qui me reste, c'est la politique. Tu crois pas? Non, Zemmour, je pense que c'était vraiment par pur kiff personnel, dans le sens où beaucoup de gens balançaient des rumeurs, et peut-être lui d'ailleurs, ou son équipe de campagne à l'époque, de oui, oui, Zemmour va être candidat, Zemmour va être candidat, Zemmour va être candidat. À force, ça te monte à la tête. Et tu te dis, Ouais. t'as l'impression que le peuple t'appelle. Alors qu'en fait, pas du tout. Je ne veux pas enseigner la politique juste à cause de ça, par désir personnel de pas de montrer les muscles, mais qu'il avait l'impression qu'il allait être élu, qu'il y avait un scénar où il serait élu. Et ça l'a rendu accro de se dire qu'il aurait autant de pouvoir. Mais finalement, avec le recul, c'est une connerie qu'il l'ait fait. Parce que du coup, il est plus Ouais. chroniqueur comme il l'était avant, il était quand même adoré au président. Il a plus perdu pour moi à faire de la politique, parce qu'il ne sera jamais élu président de la République. Ouais, je Un suis d'accord président avec toi. déjà se fait élire, un président se fait élire au centre, déjà, toujours. Une élection se gagne au centre. Et de deux, un président se fait aussi élire sur les actions qu'il mène sur le terrain. Zemmour est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il est clivant. Mais sur le terrain, il est zéro présent. Il n'y a pas de parti, il n'y a rien. Il ne sera jamais élu. Et la force de Macron, c'est qu'il y avait un nombre de gens sur le terrain qui parlaient en sa faveur, le nombre de gens dans la rue à Paris qui disaient voter Macron, voter Macron. Le mec est à la fois présent sur les réseaux sociaux avec un truc de renouveau, pas de casserole sur lui, et en plus présent sur les réseaux sociaux, à la télé et sur le terrain. Il avait tout conquis. Zemmour, pas du tout. Et après, il a vraiment eu ce truc un peu à la oh, le peuple m'appelle, il faut que je vienne, il faut que je vienne les secourir. En fait, mec, non, genre, c'est pas parce qu'il y a un média qui dit un truc, ça reflète pas du tout ce que la majorité des gens pensent. Je Donc, me on met en souviens de avant. son clip de campagne, tu sais, là, qui relatait l'histoire un petit peu, là, qui avait fait le buzz sur YouTube. Là. Tu te souviens, qui avait même été, je crois, il l'avait même effacé, je sais plus pourquoi, parce qu'il y avait un truc qu'il avait dit en trop ou une image qui collait pas. Mais toi, du coup, finalement, ce que tu aimes le plus, c'est le journalisme ou c'est la politique? Euh, à, à titre de boulot, le journalisme, à titre perso, la politique. Et finalement, tu fais ni l'un ni l'autre. Tu es plus dirigeante d'entreprise où tu fais du journalisme, où tu...
C'est un mélange des deux. Parfois, j'interviewe des politiques. J'adore Ouais. ça. Parfois, j'interviewe des personnalités publiques. Donc, j'ai un rôle de journaliste. Et en même temps, la majorité de mon temps, je suis chef d'entreprise. Donc, je fais ce que j'ai toujours en fait rêvé de faire. C'est un bon mélange. J'ai un peu la casquette que je veux. Mais je reste entrepreneuse à la base. Mais j'ai un peu la casquette que je veux. Est-ce que quand on a ton âge, on a un complexe un peu le syndrome de l'imposteur, d'aller interviewer un politique chevronné de 50, 60 ans et de se dire je suis une nana, je suis une jolie nénette, et j'ai 22 ans, le mec il va pas me respecter, il va me prendre de haut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Pas du tout. Alors ça, non. Non, non, jamais. Au contraire, ça m'a plus servi parce que il y a moins de femmes qui osent prendre la parole en public, qui osent monter des boîtes aussi jeunes. Donc quand tu prends ces risques-là, tu te démarques et tu te fais remarquer beaucoup plus facilement. Donc à l'inverse, parce que pour les risques que j'ai pris, ça m'a beaucoup plus servi qu'autre chose. Et donc c'est finalement une bonne chose. Mais beaucoup de femmes n'osent pas le faire, effectivement, par soit peur d'être critiquées sur leur physique, soit syndrome de l'imposteur, ou les deux. Ça, c'est une vraie réalité, ouais. Et la partie physique, toi qui es une jolie femme, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu en joues? Est-ce que des fois c'est stratégique Est-ce qu'il y a une part de séduction dans des négos, et du coup, le mauvais côté, est-ce qu'il y a constamment parfois de la drague mal placée, des choses comme ça? Est-ce que tu as déjà eu des choses comme ça? Dans quelle mesure ton physique est soit un avantage, un atout, ou est-ce que à l'inverse, c'est parfois problématique? Bah, c'est un énorme atout parce que ça me donne vachement confiance en moi. Mais à part ça, je m'en sers pas plus que ça. Je vais pas draguer quelqu'un pour le recevoir au crayon pour que il devienne un client. Ça, Mhm. never, never. Genre vraiment, Mhm. c'est pas du tout mon style et je veux pas travailler avec. Je veux pas mélanger le pro et le perso quand je travaille. Donc non. En revanche, je sais très bien que oui, ça me donne plus facilement confiance en moi, donc je peux plus facilement prendre des risques, oser dire des choses, m'affirmer parce qu'en fait, je m'en fous un peu de ce que la personne pense en face et parce que j'ai confiance en moi. Mais après, j'ai pas toujours été comme ça. C'est que depuis quelques années. C'est assez récent. Plus jeune, j'avais beaucoup moins confiance en moi et puis je travaille pour garder confiance en moi. Je fais beaucoup de sport, je prends soin de moi, je me nourris de manière saine. Donc c'est un truc que les gens voient pas du tout, mais c'est pas aussi facile qu'on peut le penser après coup et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, sachant vu le sport que tu fais, tu sais ce que c'est. Oui, oui, je sais ce que c'est, ouais. Et est-ce que ton audience grandissant, et j'imagine que ça va pas s'arrêter, en tant que femme, est-ce que déjà tu te considères comme féministe? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses des mouvements, bon, qui sont déjà plus tout jeunes, mais des mouvements comme MeToo, ou même un peu du male bashing qu'il y a depuis quelques mois, peut-être maintenant un an sur les réseaux, sur ouais, cette soi-disant prétendue toxicité masculine, cette aversion même pour une certaine partie des femmes pour les hommes, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, en tant que femme? Bah, je trouve que c'est bien que déjà il y ait une aisance plus développée qu'avant dans le sens où quand il y a eu du harcèlement, des violences, des viols, je trouve ça génial que les femmes arrivent beaucoup plus facilement à en parler. C'est un truc qui est devenu normal parce qu'à la fois, ça permet à celles qui ont vécu des choses difficiles de pouvoir s'exprimer et de réussir à passer à autre chose parce qu'elles le disent. Ça permet de montrer aux hommes qui voudraient peut-être un jour le faire ou en tout cas de faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est un truc la parole est beaucoup plus ouverte là-dessus. Et après, non, après, il faut faire attention à parfois, c'est souvent d'ailleurs les choses qui arrivent, c'est que quand il y a des actions justement que je trouve très bien, dans le sens où tu veux vachement forcément dénoncer des actes atroces qui arrivent, bah, malheureusement, quand tu fais des trucs comme ça, parfois, tu as le revers de la médaille où tu as des gens qui en abusent. Tu as, parfois des hommes qui détestent encore plus les femmes à cause de ça. Parfois, tu as des femmes qui peuvent mentir pour nuire à quelqu'un. Et c'est pour ça que parfois, c'est bien que justement la loi puisse en juger. Et, aujourd'hui, de toute façon, en France, on a bien la présomption d'innocence, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué comme sujet, c'est hyper délicat. Je sais pas forcément. Enfin, moi, je suis ravie que les femmes puissent plus facilement en parler et qu'elles osent le faire. C'est pour moi la chose la plus importante. Après,
je suis pas juge, je suis pas flic, j'ai jamais été une victime de ça, donc je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que c'est très compliqué pour toutes ces parties que je viens de te dire pour différentes raisons. Mais après, tu as toujours des extrêmes dans tout. Tu auras toujours des gens qui vont en abuser. Tu as des gens qui, en fait, nuisent à la cause, entre guillemets, du féminisme en étant beaucoup trop extrêmes et dégoûtent les hommes ou dégoûtent même beaucoup de femmes parfois de parler. Et c'est à cause de ces sujets-là. Enfin, en fait, c'est comme tout. Voilà. Bref, c'est compliqué. C'est délicat, ce genre de sujet. C'est important, c'est nécessaire. Mais il faut réussir parfois à faire la part des choses et c'est quasiment toujours très compliqué de le faire dans ce C'est genre de compliqué, situation. ouais. Donc, tu te définirais pas comme. T'es fier, j'imagine, de ta réussite, mais t'es pas spécialement fier de ta réussite en tant que femme. Tu te sens pas porte-étendard de la cause féminine, entrepreneuriale, de choses comme ça. Ou Bah, est-ce que c'est des casquettes que volontiers t'endosserais? alors non, je ne suis pas porte-étendard. Si je peux être un petit exemple à mon modeste niveau d'une jeune femme qui a osé entreprendre et s'exposer sur les réseaux sociaux pour motiver celles qui veulent faire à le faire, en leur montrant qu'en fait, j'avais 20 ans quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, bah, j'étais pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour le faire et qu'en plus j'étais une femme et donc je m'en fichais de me faire critiquer sur mon physique si ça devait arriver. Bah, si ça peut aider des gens à se lancer, très bien. Par contre, c'est pas une cause que je vais en faire personnellement en mode tiens, gros combat. Non, je ne serais pas forcément là en revanche quelqu'un de méga légitime pour le faire. Je ne consacre pas ma vie à faire ça. Mhm. Mais si je peux montrer un tout petit peu l'exemple pour pousser certaines femmes à les encourager à le faire, ça avec plaisir. D'accord. Écoute, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur le crayon. Je regarde un petit peu j'ai vu que ton objectif, ton goal ultime, c'était que le débat du second tour se passe sur ton média, sur le crayon. Ouais. Et je crois même que tu as dit que ça allait arriver, que c'était qu'une question de temps. Donc, quelle Ouais. présidentielle, entre guillemets, c'est ça? Je suis sûre que ça arrivera un jour parce on est le média de débat et que tu peux pas aujourd'hui ne pas faire une émission, enfin une élection présidentielle sans t'adresser sur les réseaux sociaux. Plus tard, aujourd'hui, ça reste la télé, mais je pense que dans 7 ans ou dans celle d'après, dans 13 ans, ça changera. Donc, je pense pas qu'en 2027, c'est un peu plus que 13 ans, mais je pense pas qu'en 2027, ça restera lieu. Peut-être en 2032 ou alors en 2037. Mais on verra. On verra. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un vrai objectif que je rêverais de faire. Et je suis sûre qu'on y arrive. Ça, j'ai moins de doute. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas un rêve, c'est plus un rêve. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un objectif parce que c'est réalisable. À la fois, là, ça me paraît fou de me dire que ça serait plus sur TF1 et sur France 2 et en même temps que ça serait sur. Oui, en co-création, diffusée sur Oui, TF1. ça pourrait, et que vous soyez le diffuseur web, ça me semble plus revendicable qu'une exclue. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, peut-être que, en tout cas, c'est chouette comme. Je crois que tu dis que tu veux être la Léa Salamé, c'est ça, du web un peu, c'est ça? Un petit peu dans le sens où, pas forcément en termes d'idées politiques, que je ne partagerai pas forcément, mais j'admire beaucoup son parcours, ce qu'elle a réussi à faire. Elle est parfois peut-être un peu la catégorie. Bon, elle peut être parfois trop agressive, pas assez ou autre, mais c'est très fort ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a réussi à imposer. Et j'utilise plus l'exemple de Léa Salamé que de Claire Chazal, par exemple, parce que c'est vraiment une génération qui est beaucoup trop éloignée de la mienne. Mais c'est un peu ce style-là, ouais, c'est des figures que j'aime bien me référencer quand je pense à mon petit côté journaliste. Ouais. J'aime bien. À mon sens, elle coupe un peu trop la parole quand même. Elle est Ouais, un peu trop agressive, hein. je suis d'accord. Je Mais suis pas c'est sûr que sa c'est manière sa, de ma- faire. c'est sa marque de fabrique. Ouais. Si je te donne des lui ou lui, c'est pour te mouiller un peu, un petit jeu de. Je te propose deux individus, tu me dis qui tu choisis. Ok, mais je choisis pourquoi? Pour. Tu choisis parce que tu te. Alors, c'est pas un piège, hein, mais parce que tu préférerais cette personne. Enfin, on choisit rarement quelque chose parce qu'on l'aime Pour en moins faire que quoi? l'inverse. Comment? Non, non, mais pour en faire quoi? Monter un business avec, sortir avec, devenir pote? Je sais pas, ça Bah, peut ne pas être une réponse en fonction. alors écoute, selon les personnes que je vais te mentionner, ça sera sûrement pas des petits copains éventuels, je pense, mais tu vas voir. Si je te dis Trump ou Biden, Ah, c'est chaud. Biden, si je te dis Bruce Toussaint ou Pascal Pro, Pascal Pro.
T'as vu, je te demande pas pourquoi. Hein. J'ai quand même à chaque fois envie de te demander pourquoi, mais je suis quand même sympa. Raphaël Enthoven ou Michel Onfray? Moi, je vais dire Raphaël Enthoven parce que j'écoute beaucoup plus ce qu'il fait. Zemmour ou Mélenchon? La peste ou le choléra, tu me demandes là. C'est les opposés, écoute. Faut se mouiller dans la vie. La peste ou le choléra, Zemmour, quoi. Enfin, Zemmour. Zemmour. C'est peut-être parce que t'es plus de droite que de gauche, non, du coup? Étant capitaliste libéral, je suis plus de droite. Après, aucun des deux n'est capitaliste ou libéral. Donc, j'ai envie de te dire que c'est pas. Je dirais Zemmour pour mon côté, que j'aime mon pays et que je reste quand même assez attachée aux questions de sécurité. Macron ou Marine Le Pen? Macron. D'accord. Alors, je Il est vais. beaucoup plus libéral qu'elle, capitaliste. Parce que. C'est beaucoup plus libéral et capitaliste qu'elle. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas dit que c'était super Macron, hein, mais c'est déjà mieux. Et du coup, on revient sur le Enthoven ou Onfray, parce que vraiment, je trouve que la philo, c'est vraiment intéressant. Pourquoi t'écoutes plus Enthoven que Michel Onfray? Pour les idées politiques? J'ai commencé au lycée, en fait. Non, même pas. De un, Enthoven, on l'a reçu. Michel Onfray, on l'a pas encore reçu. D'ailleurs, ça va pas tarder, mais on l'a pas encore reçu. Pourquoi pas justement les opposer, non, dans un débat? Qu'est-ce que t'en penses? Je mélangerais pas ces deux personnes-là dans un débat. Ce serait pas assez intéressant en termes de résultats. Ce serait trop langue de bois, trop flou, pas assez dans les sujets. Faudrait faire un autre mélange. Genre un Onfray Jancovici, voilà, ça peut être sympa. Mais non, Enthoven, parce que ça me rappelle mon lycée, en fait, quand j'étais en terminale. En philo, on écoutait beaucoup de vidéos d'Enthoven. Et donc, ça a ce petit côté émotionnel qui me raccroche à ça, de nostalgie. Et c'est quelqu'un où j'écoutais beaucoup sur France Culture avec ma mère. Super, la meuf, genre, elle a que ça à faire au lycée d'écouter France Culture. Écoute, c'est stylé d'écouter de la philo avec sa mère, je trouve. Il n'y a rien de honteux, au contraire. En fait, comme j'habitais en Suisse, mais que je revenais très souvent à Paris pendant mon lycée, dans les trajets de voiture avec ma mère, quasiment tous les week-ends, on écoutait France Culture. Et le matin, elle écoutait France Culture, donc je me préparais, j'écoutais aussi. Enfin, du coup, j'entendais. Et c'était très souvent Raphaël Enthoven qui parlait. Et il est profondément brillant comme mec, mais comme l'est Michel Onfray. Juste, je connais beaucoup plus les travaux de Enthoven que d'Onfray. Et ça me rappelle aussi, c'est ce petit côté émotionnel quand même, qui me relie bien. Est-ce que son côté séducteur, est-ce que tu penses que c'est too much ou c'est le juste dosage Je n'ai pas d'avis là-dessus, en vrai. Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu dans la. Après, il me rappelle mon prof de philo en terminale, mais ce côté un peu séduction, tu sais, qui je pense, surtout pour la philo et surtout les sujets que tu abordes, peut biaiser un petit peu dans le bon sens, en fait, tu vois, va encore plus favoriser l'adhésion à ce que tu dis. Non? Ouais. Je sais pas. C'est pas le truc qui m'a sauté aux yeux. Il a sa manière d'être. Il est passionné. Il y en a qui peuvent dire qu'il est charmeur. Oui, c'est ça que je veux dire, moi. Oui, les deux. Enfin, j'imagine. Ça me dérange pas. En fait, ça me dérange pas. Et moi, de toute façon, je l'écoute plus que je ne le regarde. Donc, en fait, je me rends moins compte de son côté peut-être charmeur. Donc. D'accord. C'est question. Écoute, j'en avais une autre aussi. C'est avec quel homme politique, vivant ou mort, t'aimerais déjeuner? Et pourquoi? Nicolas Sarkozy direct. Parce que je pense qu'en termes d'idées, c'est celui auprès de qui je me rapproche le plus. C'est la première fois que j'ai regardé la politique de toute ma vie, c'était les élections de Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal en 2007. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène. C'était en 2008, 2007. Non, c'était en 2007. 2007. 2007, je crois. J'avais 6 ans. Voilà, j'avais 6 ans. C'était en 2007. Et avec mes frères, on regardait dans la chambre de mes parents les résultats des élections. Je ne comprenais rien. Et je sais pas, ça m'avait tout de suite passionnée. C'était, je sais pas, j'avais adoré. Je ne m'oublierai jamais cette scène. Et depuis, c'est resté une figure. On a beau ne pas être d'accord, le détester, ce que tu veux. Moi, ce que je garde surtout de lui, c'est la figure politique qu'il arrivait à imposer. Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup de gens qui le respectaient, mais énormément. Tu ne respectes pas pareil un Nicolas Sarkozy que tu respectes un François Hollande dans la tête de beaucoup de gens, parce qu'il y en a un vraiment qui imposait quelque chose.
qui était un vrai patron, dans le sens patron du pays. Chef Et d'État, c'est ouais. un truc, ouais, un vrai chef d'État, et c'est un truc que je trouvais, que tu sois encore une fois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses que je suis pas d'accord, d'autres que j'aurais jamais, je salue pas du tout ça, mais je trouvais ça en tout cas en termes de figure très fort. Comme je salue beaucoup ce que Macron avait fait en 2017 pour se faire élire, le côté accessible, jeune, je trouve ça très fort aussi. Ils sont très forts pour ça. Ils imposent quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc, je sais pas, j'ai tellement vu des vidéos de lui, j'ai tellement écouté de choses par le biais aussi d'amis à l'époque, de famille quand on en parlait. C'était notre président pendant 5 ans. Ça me ferait marrer de déjeuner avec lui. Et je pense que c'est un mec qui doit être très sympa et qui a une rhétorique, je pense, compliquée à battre. Très compliqué à mon avis. Mais c'est pas. Du coup, j'imagine que c'est réalisable, vu l'ampleur de ton média et pour le coup, il est pas mort, donc c'est. C'est réalisable. J'ai jamais essayé et je pense que ça pourrait marcher effectivement si j'essayais. Après, Mais Monsieur Sarkozy, si vous vous baladez sur ma chaîne YouTube, il y a Sixtine qui attend un déjeuner. non, mais après, je voudrais le faire que si j'ai profondément quelque chose à lui dire, à des questions vraiment à lui. Enfin, je voudrais pas le faire pour le faire comme ça. Et aujourd'hui, ça ne servirait à rien que je le fasse, je pense. Ce D'accord. serait, je sais pas. Je suis peut-être trop jeune encore. Je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas le bon moment. Donc j'ai jamais vraiment essayé plus que ça. Ok. Peut-être de le recevoir au crayon. Ça, c'est moi qui ferai l'interview déjà. Ça sera pas l'un de mes associés. C'est moi qui vais l'interviewer. Et puis voilà, écoute, après, tu as beaucoup d'hommes politiques avec lesquels j'aimerais déjeuner. Hein. Un Mélenchon, ce serait hyper intéressant, comme un Bardella. Ils sont tous intéressants à leur manière. Juste, moi, avec mon côté capitaliste et libéral, Sarkozy est la figure pour moi qui, je trouvais la plus pertinente justement à ce sujet-là. Parce que ce serait intéressant de comprendre justement son point de vue et de parler. Je parlerais beaucoup plus d'entreprise et de capitalisme que de politique avec lui, même si c'est souvent lié. Ouais. Bah, c'est lié, mais c'est. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et enfin, dernière question, avec quelle personnalité tu rêverais de déjeuner, vivante ou morte, peu importe. Donc hors monde politique, hein. Et qui peut, voilà, ça peut aller de Jésus-Christ à Napoléon à peu importe. C'est fou, parce que j'en ai aucune idée. C'est marrant. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, tu veux dire? Ouais. Aujourd'hui, si sur tous les gens qui ont existé Euh, sur Terre, qui tu choisirais? demain, demain, Ouais. tu veux dire quelqu'un? Demain, je peux te certifier un déj avec n'importe qui a existé. C'est dur, hein, comme question, hein. Ça risque d'être encore de la politique. Ça risque d'être. Putain, c'est chaud. Jules Ça risque. César. Je veux même pas être original, putain. Ça risque d'être Macron. Parce que c'est notre président actuel. What? Ouais, Pour de vrai? pour de vrai. Mais parce que c'est notre président actuel. Ah, c'est Et que presque déjeuner. décevant comme réponse. Ouais. Non? Et tu que je te dise Napoléon ou Non, 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 mais je veux pas, j'oriente pas ton propos, je veux juste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, n'importe quel acteur, la majorité des plus gros acteurs qu'on a, ils parlent anglais, donc je vais parler anglais avec eux. D'un autre côté, tu me sors un politique qui est déjà décédé. En fait, la plupart étaient déjà misogynes à l'époque, ou des rois de France qui. Enfin, en fait, il faudrait que ça reste cohérent. Et donc, pour de la cohérence, moi, je veux absolument devenir avec mon président de la République actuelle, donc Macron. Pour lui rentrer dedans et lui faire part de ton mécontentement ou juste pour t'approprier le Non, personnage? non. Bon, si j'en rencontre quelqu'un d'aussi haut niveau, c'est pas pour l'agresser quand je le vois verbalement, c'est au contraire comprendre, m'intéresser, parce que ça reste tous des mecs brillants derrière. Et je m'en fous de mes idées, de ses idées. Là, ça passe à côté, t'en as rien à faire. Je suis d'accord avec J'ai toi, mais les gens ils dans comprennent la pas réussite, ça. quoi. J'ai souvent me suis même heurté avec des amis en leur disant que je rêverais de déjeuner ou de dîner, peu importe, avec certaines personnes, même ne partageant pas leurs idées. Et tout de suite, le mec qui du coup peut être un peu antagoniste aux idées de la personne que tu mentionnes, il va être agressif, il va te dire ah ouais mais t'es comme ah ouais mais tu kiffes ce mec là ou ah ouais mais non, c'est juste que tu es intrigué par le personnage, par ce qu'il représente et ça j'ai l'impression que beaucoup de gens dès lors qu'ils ne partagent pas les idées, ils refuseraient d'échanger avec cette personne, mais c'est complètement idiot en fait, je pense. Et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que si tu fais que d'échanger avec des gens qui ont les mêmes idées que toi, le même raisonnement que toi, c'est pauvre au final. Avance. Tes discussions sont pauvres, quoi.
Totalement d'accord avec toi. T'avances pas sinon. Ouais, non, t'avances pas, quoi. Euh, Écoute, j'ai encore 1 milliard de choses à te demander, mais j'ai l'impression que ça va, que le temps passe vite et j'ai le mec du studio qui me fait signe qu'il nous reste que 10 minutes. Est-ce qu'on peut brièvement savoir un petit peu ce que ça représente en audience et du coup en chiffre d'affaires, un petit peu tous tes réseaux, tout ce petit empire que tu es en train de créer est-ce qu'on peut corréler ton following au global sur toutes les plateformes et puis un petit peu le chiffre d'affaires? Est-ce que ça représente Alors aujourd'hui, à l'échelle du groupe Le Crayon, je pense que cette année, on va faire, je sais pas, je vais donner une fourchette très basse parce que j'aime pas sortir des chiffres 10 fois disproportionnés et complètement mythos comme le font la majorité des gens. Euh, En termes de CA, je pense que cette année, on va être entre, fourchette basse, je pense, je sais pas, 1,5 million, 2 millions. En termes du crayon groupe. Après, c'était quoi cette question? C'est par rapport à quoi Bah, en fait, c'était juste ça? d'établir un lien, mais qui était peut-être pas établissable entre tes followers et le chiffre d'affaires, en fait. Et est-ce que tu constates, est-ce que ton audience grandissante sur toutes les plateformes est corrélée à l'augmentation d'un chiffre d'affaires ou pas? Bah J'ai oui, envie de mais à penser l'échelle que oui, et chiffre c'est un peu d'affaires. le. C'est un chiffre d'affaires personnel, pas à l'échelle de la boîte. Parce que, évidemment, ça me rapporte beaucoup de leads à l'échelle de la boîte et beaucoup de D'accord. clients à l'échelle de la boîte, mais ça me rapporte aussi des clients à titre personnel de mon rôle en tant que de créatrice de contenu sur LinkedIn aussi et Instagram où je mets en avant des entreprises avec lesquelles je veux être affiliée, genre Notion, BPI, etc. Et là, je suis payée pour les mettre en avant parce que j'estime que c'est pertinent avec ma communauté et que moi-même, c'est des marques ou des entreprises avec lesquelles j'adhère complètement. Écoute, Sixtine, j'ai envie de te remercier avant qu'on nous force à couper la vidéo. Je suis vraiment content d'échanger avec toi. Et j'aimerais, tu vois, prolonger cette discussion hors caméra parce que je sens qu'il y a vraiment beaucoup de profondeur dans les échanges, l'argumentaire et tout, et c'est vraiment agréable. Encore une fois, je sais pas si c'est boomer de le dire, mais je suis frappé par ta maturité. C'est rare d'avoir des discussions déjà aussi intéressantes, je trouve, de nos jours, tout court. Et en plus de se dire que c'est une discussion aussi intéressante avec une jeune femme de 22 ans, je trouve que enfin, je trouve ça incroyable et je trouve que ça mérite d'être mentionné. Je sais pas si les gens ont. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso? Parce que bon, on parle beaucoup de ton groupe et de ta boîte, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au crayon, même si je crois que c'est le débat présidentiel, mais De faire en sorte que je continue à apprendre beaucoup de choses et que je puisse les exploiter au mieux dans mon entreprise. Je pense que ce serait même pas d'être milliardaire ou autre parce que c'est débile, ça n'a pas de. Moi, je pars du principe que les millionnaire objectifs. alors peut-être? Oui, non, mais ça, bien sûr, je pense comme la majorité des gens sur cette terre, tout le monde rêverait d'être millionnaire. Après, moi, je qualifie de rêve et d'objectif. La différence que je mets entre les deux, c'est que un rêve, c'est quelque chose qui est inatteignable. Un objectif, c'est faisable. Et pourtant, un objectif peut être à la base un rêve. Et je ne veux pas me souhaiter d'être milliardaire ou autre parce que c'est plus un rêve qu'autre chose. C'est quasiment impossible que ça arrive. En revanche, je fais en sorte que ma boîte évolue bien. Et parce que j'apprends beaucoup de choses et que j'arrive à me remettre en question, c'est beaucoup plus souhaitable et beaucoup plus facile à mettre en place. Et c'est mon petit côté jeune femme de 22 ans qui reste encore modeste parce que je suis encore très jeune. Donc peut-être que dans 10-15 ans, je te dirai autre chose. Ok, d'accord. Bah écoute, donc tu ne dissocies pas réellement finalement le travail du perso, quoi. Les deux sont liés, évidemment. Les deux sont liés. Les deux C'est sont même 50 liés. euros, bien sûr. Tu peux pas décorréler l'un de l'autre, c'est impossible. Quand tu passes autant de temps dans ta vie pro, euh, quelqu'un de normal, il passe quoi 70%, 60% dans sa vie pro. Et quelqu'un de comme nous, quand on est entrepreneur ou tu montes une boîte, tu passes 80-85% dans ta vie pro, voire plus. Donc t'as juste pas le choix les deux sont reliés. Et c'est une erreur de penser qu'ils ne le sont pas. C'est dommage, c'est un sujet qu'on aurait pu développer, mais ça, Bon, malheureusement, c'est c'est grave pour une. un point. Ouais, Un parce point. que ça, je pense que les gens qui font des tafs alimentaires et qui sont malheureux dans leur travail, malheureusement, je pense qu'ils font tout pour, à l'inverse, décorréler leur vie perso de leur vie pro. Et c'est triste. Et moi, comme toi, qui vivons de notre passion, effectivement, la frontière est mince, mais malheureusement, je sais que tout le monde va pas partager cette pensée, quoi.
Ouais. Mais c'est pas grave, bien sûr, c'est pas grave. Écoute, moi je te remercie vraiment. J'espère que les gens vont apprécier. C'est le premier de cette saison que je fais en Zoom. Le rendu, je suis désolée pour le rendu. Ce sera moins bien quand on... Ouais, et à la fois, donc oui, moi qui exploite les podcasts sur YouTube, c'est vrai que l'aspect visuel, et je vais pas te l'apprendre, est important. Ouais. On essaiera quand même de faire une jolie miniature malgré tout. Mais après, voilà, ce qui compte dans les podcasts, ça reste la substance et ça reste la qualité de l'échange. Et j'ai envie de penser qu'on a été à la hauteur, même si du coup, je suis terriblement frustré que ça se termine maintenant. Mais en tout cas, voilà, je te remercie. Franchement, pensez vraiment à liker, à donner beaucoup de force à Sixtine, mais tu n'en as pas besoin. Tu en as déjà plus que beaucoup de monde sur les réseaux. C'est à toi qu'il faut donner de la force. Donner de la force à Vincent. Ouais, écoute, que le podcast devienne un gros podcast, comme j'ai à cœur que ce soit le cas. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sixtine. Même quand on arrête, tu restes en ligne, qu'on puisse juste enregistrer tout ce qu'il y a à enregistrer. Voilà, abonnez-vous, commentez pour donner un max de force à la vidéo. Et puis, Sixtine, je te remercie beaucoup. Et puis, j'espère à une prochaine pour un autre entretien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, bye bye.